Merci aussi de ne pas avoir évoqué les battements d'ailes de papillons. Vous avez entendu Geneviève Brisac qui, à mon avis, a très envie de rebondir sur la question du minage du Bitcoin au Kazakhstan et je vais lui céder la parole dans quelques instants. Il est 7h44 sur France Culture. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Alors finalement, on ne va pas parler de Bitcoin, on va parler de littérature puisque c'est l'autre rentrée littéraire, celle de janvier. Nous avons choisi 2 très bons romans pour évoquer cette rentrée littéraire. Tout d'abord, celui de notre camarade Maëlys Bessery. Bonjour, Les Amours Bonjour. dispersés. C'est votre ouvrage publié aux éditions Gallimard et celui donc de Geneviève Brisac, Les Enchanteurs, publié aux éditions de l'Olivier. Et je vais me lancer dans cet exercice que j'adore, qui est le résumé des romans de nos invités, avec tout d'abord le vôtre, Geneviève Brisac. C'est un roman où l'on retrouve un personnage, Nouk, qui est, je crois, utilisé déjà à 5 reprises dans votre œuvre. Nouk vous ressemble, mais si je vous demande si il s'agit d'un roman biographique, vous me répondrez que non. Alors, je poursuis dans ce résumé de cet ouvrage. On y découvre donc cette jeune femme qui, dans les années 1970, étudie à l'École normale supérieure de Fontenay. Elle décide donc de quitter l'univers de la militance politique, de la militance gauchiste, pour travailler dans le monde de l'édition, et elle découvre finalement qu'elle ne travaille pas tant dans une entreprise, dans un secteur d'activité, mais elle va entrer dans ce que vous appelez un harem anthropologique. Qu'est-ce qu'un harem anthropologique, Geneviève Brisac, et qu'est-ce que ce monde que Nouk découvre ? C'est effectivement le monde de l'édition et il faut dire qu'une jeune fille ou un jeune homme, mais c'est plus fort pour les jeunes filles, je crois, qui quittent l'éducation nationale, le lycée, les classes préparatoires, parfois l'enseignement, où la domination masculine est moins visible structurellement. C'est-à-dire que quand on est en classe, au lycée, on a l'impression que les filles et les garçons sont relativement à égalité. Ça se gâte un peu quand on entre à l'école normale supérieure, comme je le raconte, comme le racontait déjà d'ailleurs Virginia Woolf dans Une chambre à soi. Pourquoi ? Parce que c'est toujours plus pauvre chez les filles. C'est toujours un peu moins bien, les chaises sont moins confortables, les lits sont plus durs, bon, etc. etc. Parler de la petite chambre d'étudiante que Nouk occupe dans cette école et qui, semble-t-il, ne fait vraiment pas envie. Ne fait pas envie, je suis sûre que vous n'auriez pas du tout aimé. Donc, voilà, elle entre dans l'édition après divers épisodes sur lesquels le livre fait ellipse. Et là, elle découvre, elle y entre de manière assez drôle, qu'on ne va pas raconter. Et puis, elle découvre, elle adore ça, l'idée de transmettre ce qu'on lui a donné, l'idée de défendre les livres, de défendre la lecture chez les jeunes gens, les adolescents, etc. Elle habite au plus profond d'elle-même, d'autant qu'elle a renoncé au militantisme politique et que finalement c'est comme une sorte de déplacement. Voilà, c'était quoi déjà votre question ? Un harem anthropologique. Donc elle Geneviève Brisac, parce qu'elle est écartelée entre des hommes différents, je veux dire, au fil du roman, et les femmes. On peut dire que, et les femmes, et l'on peut dire tout d'abord que les hommes, parce que j'aimerais insister sur la domination masculine qui est présente dans ce roman, et ensuite on pourra y revenir, eh bien ces hommes sont particulièrement peu recommandables. Bon, je ne partage pas tout à fait votre point de vue. Ils sont très intéressants. Sinon, elle n'aurait pas envie de travailler à leur côté, éventuellement de se soumettre à leurs caprices s'ils ne représentaient pas de la lumière et des découvertes qu'elle fait. Non, après, c'est des enchanteurs. Donc l'enchanteur, comme le magicien ou le sorcier, a plusieurs tours dans son sac et il se trouve qu'ils ne sont pas très fiables. Et il est aussi question de littérature dans votre roman, Maëlys Bessery, Les Amours dispersés. Mais là, il s'agit d'un poète et
d'un poète disparu, William Butler Yeats, le poète irlandais, et il s'agit d'une quête, autrement dit celle de Madeleine, qui apprend que dans la tombe de ce poète pourraient en réalité se trouver les restes d'inconnus de la fosse commune de sa ville, Roquebrune-Cap-Martin. Madeleine décide donc de mener l'enquête et, avec les membres de son association Les Dispersés, elle découvre le domaine des morts, celui des personnes travaillant quotidiennement au bien-être des défunts. C'est en quelque sorte la suite, sans l'être tout à fait, du Tiers-temps, le roman que vous avez publié, qui paraît d'ailleurs en poche et qui a obtenu le prix du Goncourt du premier roman, où là on suivait déjà un auteur irlandais, étonnamment, puisqu'il s'agissait de Beckett, mais Beckett à la maison de retraite. Là, si j'ose dire, c'est un peu l'étape d'après. Oui et non, c'est à la fois l'histoire d'un mort, puisqu'on parle effectivement de qu'est-ce qu'on garde des morts et qu'est-ce qu'on fait des restes. Alors c'est à la fois une question assez comique, parce que finalement, dès qu'on s'intéresse à la question des restes, c'est toujours un peu absurde, parce qu'à terme, il reste rien. Donc, mais il y a ce souci de savoir où a été enterré le poète. Et il a été enterré en France par hasard, un peu par accident. Il est mort ici. Il a eu une fin de vie d'ailleurs très belle en France, entouré de ses maîtresses. Et puis, il y a le retour en Irlande, et on ne sait pas trop ce qu'on a rapporté en Irlande de ce poète. Peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on a rapporté d'autres restes de morts de la fosse commune. Donc il y a cette histoire-là qui en elle-même est assez absurde. Et puis, il y a en parallèle cette histoire d'amour. Faut dire que Yeats, c'est le grand poète irlandais, et son histoire avec l'Irlande recroise l'histoire de l'indépendance et l'histoire avec une grande militante, pour faire un pont avec l'histoire de Geneviève Brisac. Et la grande militante, c'est Maud Gonne, qui a été la grande muse de Yeats. Qui est-elle ? Alors c'est la muse de toujours de Yeats, celle qui lui a brisé tant de fois le cœur qu'il a pu en sortir tout un tas de poèmes et des années, des décennies de poésie. La femme qu'il va demander en mariage et qui va toujours refuser. Et cette femme-là est une grande militante de la cause. Et elle a, elle aussi, une grande histoire avec la France. Elle va passer des années en France, élever ses enfants en partie ici, et avoir une histoire d'amour et un enfant avec Millevoye, un homme politique français. Et finalement, l'histoire avec Maud Gonne, cette histoire d'amour, c'est ce qu'il reste aussi de cette histoire d'indépendance. Donc, finalement, la question des morts, c'est une question initiatique pour ces personnages-là, parce que il faut savoir tous les morts qu'ils portent sur leur dos, qu'est-ce qu'ils en font et comment est-ce qu'ils arrivent finalement à garder ce passé-là sur le dos sans que ce soit un passé trop douloureux. Et puisqu'il est largement question de Yeats dans votre roman, Maëlys Bessery, on a décidé de vous faire entendre un poème de Yeats. Alors, il est évidemment en anglais, vous allez nous le traduire dans quelques instants. On écoute immédiatement un extrait de ce poème. I know that I shall meet my fate somewhere among the clouds above. Those that I fight I do not hate. Those that I guard I do not love. My country is Kiltartan Cross, my countrymen Kiltartans poor. No likely end could bring them loss, or leave them happier than before. Not law, nor duty bade me fight, not public men, not cheering crowds. A lonely impulse of delight drove to this tumult in the clouds. I balanced all, brought all to mind. The years to come seemed waste of breath, a waste of breath the years behind, in balance with this life, this death. Maëlys Bessery, Yeats, an Irish airman foresees death. Oui. Traduction. Alors c'est l'histoire d'un pilote qui est dans un avion et qui va affronter son destin. Et il a cette phrase comme ça en disant « Je sais que je dois rencontrer mon destin quelque part parmi les nuages. » Et finalement, ceux que je viens défendre, je ne les aime pas particulièrement. Ceux contre lesquels je me bats, je ne les déteste pas non plus. Et finalement, son destin, il va l'affronter comme ça dans les airs. Et ça fait allusion à plusieurs choses. D'un côté, évidemment, le militantisme de Yeats pour l'indépendance de son pays, il va être celui qui va
ressusciter, déterrer tout le passé celtique de l'Irlande, alors même qu'il est, lui, un Irlandais protestant. Donc il fait partie de cette minorité plutôt bien née, mais il va aller déterrer ces racines-là et les utiliser pour l'indépendance de son pays. Il va être d'ailleurs le premier prix Nobel de littérature de son pays. Et puis, il y a autre chose, c'est la dimension mystique. Yeats, c'est un poète qui est à cheval entre le 19e et le 20e siècle, et il va faire partie de ce grand courant qui, finalement, digère le romantisme, et puis s'inspire aussi de ce monde un peu occulte. Donc, quelque part parmi les nuages, lui-même, c'est ce qui est arrivé, on ne sait pas trop où a atterri son corps, quelque part entre la France et l'Irlande, donc je trouvais que sa mort lui ressemblait. Alors, il est fait référence dans votre roman Geneviève Brisac à la poésie, mais alors à une poétesse, à Louise Gluck. Oui, j'y pensais justement en écoutant Mélisse Bessery. Mais il faut que vous Louise- nous présentiez là aussi. Louise Gluck partage avec Yeats le fait d'avoir obtenu le prix Nobel, mais un peu plus tard, puisque c'était il y a 2 ans. Et c'est une poétesse, poète, je crois. Enfin, Peu poétesse, connue en on France, peut dire. peut-être. Oui, de toute façon, d'une part, elle bénéficie de l'effacement propre aux femmes encore aujourd'hui. Donc ça, c'est le point 1. Le deuxième, c'est que c'est une poète, donc ça n'aide pas beaucoup à se faire connaître. Le troisième, c'est qu'elle est très discrète, en fait, et très... il y a 2 recueils, et maintenant 3, je crois, qui sont publiés en France, qui sont absolument magnifiques. Et je conseille à toute personne, éteint sa radio, de foncer à la librairie la plus proche et d'acheter De foncer ce à la librairie avec sa radio. oui, celle qui est voilà, à jumeler avec la radio, et d'acheter des poèmes de Louise Gluck qui sont bouleversants de simplicité. Moi, j'aime beaucoup la poésie anglo-saxonne, qu'elle soit irlandaise en particulier, américaine souvent, parce que la simplicité des sensations et des perceptions y est absolument centrale, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres pays. C'est vrai pour la littérature aussi, pour le roman. Maëlys Bessery, pourquoi choisir d'écrire sur des écrivains, Beckett tout d'abord et puis Yeats ensuite? En fait, le prisme, ça a été surtout l'Irlande. D'abord l'Irlande, puis je suis partie dans cette trilogie irlandaise, dont c'est en quelque sorte le 2e volet, sans que les livres se répondent nécessairement, mais ils ont comme ça une sorte d'écho. En tout cas, moi, j'en ai pas fini avec cette terre-là. Et puis, c'est aussi écrire sur un poète, c'est aussi écrire sur l'écriture. Enfin, il y a quand même cette notion un peu méta. C'est vrai que ce qui est fascinant chez Yeats, c'est la manière dont il s'est inspiré de ce monde un peu occulte, mystique, de ces histoires d'amour ratées, hein, qui ont été plus productives en termes de poésie que le reste, Ce qui est assez souvent le cas finalement. c'est vrai, pour finalement obtenir des nouvelles visions. Et à travers ces visions-là, ces nouvelles sensations, créer un nouvel univers littéraire qui soit extrêmement différent de ce qui pouvait lui venir sous la plume spontanément. Et ce qu'il y a, c'est Geneviève le Brisac. point commun, je pense, entre la poésie telle que nous la concevons toutes les deux là et le roman, c'est que c'est une façon de faire en sorte que les lectrices ou les lecteurs s'y retrouvent, parce que le chagrin, la peine, l'espoir des personnages ou du poète, enfin ou des poètes en l'occurrence, c'est pour ça que ça aide. Sinon, c'est vrai que beaucoup de gens se demandent quel plaisir nous avons à passer nos vies dans les livres ou à en lire et à en écrire, alors qu'il y a tellement d'autres choses merveilleuses à faire. Et c'est parce que ça fait énormément de bien. Sauf si on est bon qu'à ça. En particulier si on est bon qu'à ça, ce qui est évidemment le cas. Mais il y a aussi une autre chose que je voulais dire par rapport au livre et qui est, je crois, présente aussi dans Les Enchanteurs, c'est que la fosse commune, les ossements, ça rejoint la question de l'effacement, la question de la disparition, et qu'on écrit toujours contre l'effacement et la disparition. Alors là, Maëlys Bessery, il faut le dire, c'est un roman qui évoque la mort et même une certaine passion des cimetières. Il y a d'ailleurs un mot, j'ai découvert cela dans votre roman, pour nommer cette passion des cimetières. Alors, il y a toute la passion des cimetières, puis il y a aussi tous les métiers de la mort. C'est qu'il y a un côté Six Feet Under, c'est une enquête littéraire, hein. Qu'est-ce qu'on fait des restes des morts? Qu'est-ce qu'on garde?
garde, qu'est-ce qu'on enterre finalement, et finalement qu'est-ce que ça change ces histoires de rituels, et est-ce que quand on s'éloigne de la religion, on évolue avec ces... Puis alors après il y a ça devient une sorte de côté comique quoi, de l'enquête, parce qu'on se dit ah bah oui, alors maintenant que le formol est interdit, on est passé aux produits bio, mais ça marche moins bien. Donc dès qu'on parle du corps, ça devient très vite absurde. On découvre effectivement les techniques d'embaumement. On découvre donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la taphophilie. La taphophilie, oui. Autrement dit, l'étude des tombes, de l'art funéraire et des épitaphes avec, dites-vous, un tourisme spécialisé. Ouais, absolument. Il y a une tournée des grands cimetières, etc. Donc, c'est vrai, ce côté de l'attrait pour la mort, enfin, c'est un peu Eros et Thanatos. Hein. Qu'est-ce qu'on met en face des histoires de mort qui nous concernent tous? C'est leurs histoires d'amour. Et puis, d'un autre côté, je rejoins ce que disait Geneviève Brisac, il y a la question de l'écriture et donc l'intérêt du fantôme. C'est que comme il est déjà mort, eh ben, il va nous parler un peu d'autre chose que de sa mort. Il va nous parler de la vie qu'il a vécue, de ses amours. Et ce dédoublement dans l'écriture permet de faire apparaître des voix qui viennent un peu d'ailleurs. Hein, Geneviève Brisac. Alors, d'abord, il y a un grand avantage des livres, c'est que la mort n'y existe pas vraiment. Et d'une certaine façon, dans les cimetières, on la cherche sans la trouver. Et d'ailleurs, c'est la grande interrogation. Au fond, c'est pas, on aura beau creuser au fond des fosses communes, on ne sait toujours pas exactement de quoi il s'agit. Mais quand même, je voudrais préciser une chose. Pourquoi l'horreur de la fosse commune? Après tout, on pourrait s'en fiche puisque l'âme s'en va. Or, il se trouve que c'est très important, que personne n'adore les fosses communes. Et que mettre des corps dans les fosses communes, c'est toujours une violence, c'est toujours une cruauté, et ça manifeste toujours un mépris et une déshumanisation. On l'a vu récemment avec l'affaire du mémorial en Russie et la découverte de tous ces charniers. On voit bien que le fait de lutter contre les charniers ou les fosses communes, c'est une façon de lutter pour l'humanité. Geneviève Brisac, Les Enchanteurs aux éditions de l'Olivier Maïlis Bessery, Les Amours dispersés aux éditions Gallimard. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer vos romans respectifs, l'amour, la domination masculine, la mort et ce qui reste de nos morts. Et d'ailleurs, à cet égard, on évoquera aussi une grande écrivaine qui nous a quittés, une écrivaine américaine, Joan Didion. J'ai à côté de moi, par exemple, L'année de la pensée magique qui est publiée en poche. Il est 8h sur France Culture. Et en l'honneur de cette rentrée littéraire, nous recevons ce matin deux romancières. L'une s'invite dans le monde des morts qui perturbe celui des vivants. Il s'agit de Maïlis Bessery qui publie Les Amours dispersés aux éditions Gallimard. L'autre s'immisce dans le monde de l'édition où le pouvoir des hommes vient perturber le travail des femmes. S'il fallait lier les deux, c'est peut-être la reprise en main de leur vie par ces deux femmes qui feraient écho. Les Enchanteurs de Geneviève Brisac. Geneviève porte sur le monde de l'édition. Et puisqu'il est question de rentrée littéraire, j'aurais aimé justement savoir ce que ce terme recouvrait pour vous. Il ne recouvre pas grand-chose pour moi, sinon que c'est le moment aujourd'hui, le vendredi 6 janvier, ou peut-être le 7 même d'ailleurs. Aujourd'hui, on va être le 7. Où paraît ce livre Les Enchanteurs. Donc forcément, c'est un jour étrange, parce que on sait que le livre est en librairie, mais ça n'a pas beaucoup de matérialité personnelle. Voilà. Dans ce que je voulais revenir sur ce que vous disiez, en particulier sur la question de la vitesse et de la rapidité. Ce que disait Frédéric Seyss. Oui, mais ce que vous repreniez, je crois, non, à propos du dernier kilomètre. Et parce que c'est vrai pour presque tout, mais pas pour les livres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire des livres plus vite que la musique, et on ne peut pas non plus les lire plus vite que la musique. Et donc c'est un lieu de contre-pouvoir ou de résistance par hypothèse, mais c'est un petit lieu et de petite résistance, parce que le fait que les gens très souvent vous disent qu'ils n'ont pas le temps de lire s'accompagne du fait que justement ils vont acheter un très très gros livre. Ça, c'est tout à fait contemporain comme façon d'être. On pourrait imaginer que si vous n'avez pas beaucoup le temps de lire, vous allez acheter un livre pas très gros, mais c'est le contraire. On va acheter un énorme livre, justement parce qu'on n'a pas du tout le temps. C'est un paradoxe que je trouve intéressant. Par ailleurs, c'est vrai que c'est une immersion, mon livre, dans le monde de l'édition, parce que c'est celui que j'ai connu le plus longtemps parmi mes innombrables métiers. Vous savez que les écrivains doivent toujours avoir fait beaucoup de métiers, éboueurs, bûcherons, etc. Moi, j'ai surtout fait de l'édition. Mais je trouve qu'on parle peu de la vie quotidienne au travail. Et je pense que c'est dommage, parce que c'est justement des lieux, les bureaux,
la vie de bureau où il se passe énormément de choses invisibles, comme à l'intérieur de la maison. À l'intérieur du foyer, il se passe des tas de choses souvent moches. À l'intérieur des bureaux, il se passe des tas de choses souvent moches. Et les écrivaines sont là pour en parler. C'est d'ailleurs moi, quelque chose Maëlys Bessery. oui, qui m'a marqué dans votre roman Geneviève Brisac, c'est les multiples voix, c'est-à-dire que Nouk, le personnage de la narratrice, s'auto-interpelle. Il y a une très belle façon comme ça de dialoguer avec soi, alors même qu'on est dans une vie très quotidienne, une atmosphère de bureau, alors un univers qui aurait pu être Houellebecquien en soi dans le cadre, c'est plutôt atmosphérique, mais c'est ce jaillissement intérieur qui finalement crée le côté presque épique dans la discussion. Oui. C'est-à-dire qu'il y a deux regards sur la même personne, il y a un monologue intérieur, il y a un regard oblique, Geneviève Brisac. Tout à fait, c'est ce que moi j'appelle ça la marche du cavalier, hein, le pas de côté. Et les écrivaines l'ont souvent fait parce que c'est une façon d'exprimer le fait qu'on n'a pas le pouvoir et donc on se met de côté et on regarde. Ça développe l'esprit critique. Le monologue intérieur, je crois qu'il a monologue été notamment porté très haut par un écrivain qui n'était pas une écrivaine. Je veux parler de Joyce. Oui, vous vouliez parler de Virginia Woolf en fait. Écoutez, comme il s'agissait de l'Irlande, je laisserai Maëlys Bessery choisir. Cela dit, c'est Molly Bloom, mais c'est une Oui, femme aussi. Ça peut exactement. marcher aussi. Oui. Par ailleurs, Maëlys Bessery a prononcé un nom dont je lui laisse la responsabilité, qui est Michel Houellebecq. Et je voulais vous demander, Geneviève C'est courageux de Brisac. votre part, Guillaume. Voilà, j'ai décidé de prendre D'y des aller risques carrément. ce matin. Geneviève Brisac, le dernier Houellebecq. Je ne l'ai pas lu, il sort aujourd'hui. Je ne fais pas partie des happy few, comme disait Stendhal, qui l'ont eu entre leurs mains. Et puis, comme vous le savez, c'est un très gros livre, donc il faut prendre le temps de le lire. Le fait qu'il y ait autant de bruit, autant de médiatisation au sujet donc de la parution d'un roman, qu'est-ce que ça suscite en vous ? Ça suscite en moi, je ne sais pas comment dire, je suis un petit peu habituée. Je ne tombe pas de ma chaise. Non, mon Dieu, on se met à parler uniquement d'un seul livre. Je ne sais plus, c'était une écrivaine tchèque, je crois, hongroise, Dubravka Ugrezic, qui avait fait il y a une quinzaine d'années cette remarque sociologique très intéressante, que le point de convergence entre le capitalisme un petit peu malade et le totalitarisme, enfin l'économie dirigiste, c'est qu'à un moment donné, dans l'économie, dirigiste, il y avait toujours un seul produit, un livre, une brosse à dents, etc., etc. Mais que dans notre économie à nous, de libre concurrence, au bout du compte, il y avait un livre aussi. Et donc, on va lire un livre. Évidemment, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Et puis, c'est pas grave parce que ça passe aussi. Et puis, on peut pas. Non, la seule chose que je pourrais effectivement interroger, c'est l'étonnement. Mon Dieu, c'est très étrange. On parle sans cesse de Michel Houellebecq depuis un mois. Et figurez-vous qu'on en parle. Et pourquoi on en parle? Mais parce qu'on en parle. C'est exactement comme Zemmour. Donc, c'est tautologique. Le deuxième nom que vous avez prononcé, c'est votre responsabilité. Et effectivement, si l'on poursuit Maëlys Bessery dans votre roman où il est question donc de ce qui reste de nos morts et ce qui reste notamment d'un poète, puisque... Et ce qu'il reste de l'amour, c'est quand même très important parce que c'est aussi vraiment la grande thématique du livre. Ça s'appelle Les amours dispersés parce qu'effectivement, il y a à la fois ces questions qui divisent plusieurs pays. Comment est-ce que l'Irlande s'est remis du joug anglais? Comment est-ce que finalement ce passé gaélique a pu ressurgir à travers notamment cette grande poésie qui est celle de l'Irlande? Mais c'est un livre aussi qui n'est pas du tout fait pour des gens qui connaissent l'Irlande. C'est aussi une histoire d'amour entre un poète timide, replié, qui va vivre dans son univers finalement assez fermé jusqu'à une trentaine d'années, et puis de cette muse flamboyante, cette femme immense qui va épouser un guerrier et qui va se battre pour son pays, et entre lesquels il va y avoir, entre les deux, une correspondance jusqu'à la fin de leur jour, et en même temps une histoire d'amour ratée. Comment l'expliquer d'ailleurs? Comment expliquer ce ratage qui est un long ratage?
Alors c'est le ratage, c'est le meilleur ratage des histoires d'amour depuis le début de l'humanité, je pense, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est effectivement une histoire qui va être très peu charnelle, en tout cas très à la marge. Mais ce qui est intéressant, c'est que elle va être, cette frustration-là va faire naître la poésie. Alors à travers plusieurs choses. Premièrement, le fait que Yeats a une sorte de rapport obsessionnel comme ça à l'amour. Donc l'amour se mélange avec Maud Gonne qui devient une sorte de déesse à ses yeux, hein, d'immense statue rousse magnifique, de force de la nature. Donc elle devient une sorte de créature presque surnaturelle qui se confond pour lui avec la lande irlandaise, avec la beauté de ses paysages. C'est une sorte de nature sauvage comme ça. Donc il y a un fantasme un peu romantique. Il faut savoir que Yeats c'est aussi le fils d'un peintre. Donc il y a aussi cet univers visuel autour de la muse et qu'il va vivre toujours dans une sorte de folie de l'écrivain, hein, c'est-à-dire dans une sorte de vie intérieure nourri d'un monde d'un monde mystique, fait de visions, fait de croyances, dans des philosophies aussi hindouistes, orientales, etc. Donc il va être très nourri des croyances de son temps. Et puis d'un autre côté, ça va être un homme politique qui va assumer des fonctions très importantes. Il va devenir sénateur, il va devenir un des pères de l'indépendance. Il est en quelque sorte le Victor Hugo irlandais. Alors, il y a une autre vision de l'amour dans votre roman Les Enchanteurs, Geneviève Brisac. Là, ce roman met en scène une femme intelligente, mais une femme qui vit dans une forme de servitude par rapport à des hommes. J'ai dit que ces hommes étaient des monstres... des monstres modestes. Voilà, je vous vois faire la grimace parce que vous me dites que ce sont des hommes qui, eux, sont plutôt intéressants, disiez-vous tout à l'heure. Disons en tout cas qu'ils se permettent un certain nombre de remarques constantes qui sont des remarques dégradantes, qui sont des remarques racistoïdes. Bref, tout cela dresse un portrait des deux hommes notamment que cette femme Nook va fréquenter, qui sont quand même assez peu reluisants. Alors, est-ce que ça ne vous a pas rappelé des choses que vous avez entendues ou vues ou observées au cours de votre vie professionnelle? Parce que le fait que des personnes dominantes s'adressent aux personnes dominées en ne se rendant même pas compte qu'elles leur parlent de manière plus ou moins délicate, ou qu'elles les humilient éventuellement, ou qu'elles ne les voient pas très souvent, je parle là vraiment pas de nous particulièrement, je parle de presque tout le monde, et en tout cas d'énormément de femmes qui se trouvent dans cette situation. Évidemment, on a toujours le désir d'en sortir, parce que c'est la vie même de découvrir des choses, de faire des choses. Donc pourquoi ne pas accepter des compromis si on veut pouvoir faire des choses plus... Parce que c'est pour ça qu'elle nouvelles. reste, nous. C'est pour ça qu'elle reste, nous, moi, accepter je des ne sais compromis. pas pourquoi elle reste. D'ailleurs, elle s'en va. Dans les... Et elle s'en va, mais elle tombe de Caribe en Scylla. Je ne sais pas si elle tombe de Caribe dans Scylla. En tout cas, elle fait d'autres expériences. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que ces expériences ont 3 temps. Il y a la rencontre avec le patron, l'employeur, qui a une forme toujours un peu particulière, mais qui définit, comme dans les rencontres amoureuses, finalement la nature de ce qui va se passer ensuite. Il y a la vie quotidienne pendant un certain nombre de temps, années ou pas années, et puis il y a un procès. Et je pense que c'est important de dire que, comme dans la vie sociale, le procès est forcément un révélateur. Le procès est un révélateur, comme l'écriture est un révélateur de ce qui se passait en réalité. À chaque fois, et moi j'ai connu énormément de gens, en particulier énormément de femmes, qui se sont vues, qui ont fait l'objet d'un procès. Pas au tribunal, mais d'un procès à l'intérieur de l'entreprise. Donc, parce qu'en plus, là, il s'agit d'un procès que vous décrivez. Il s'agit d'un procès que vous décrivez, Geneviève Brisac, sous la forme d'un procès stalinien, autrement dit, d'une autocritique demandée à une personne, puisqu'à la question de la domination masculine se greffe en arrière-fond dans votre roman Les Enchanteurs la question de la politique, et notamment au sein du milieu de nos ancêtres gauchistes. Alors, le stalinisme, en l'occurrence, est plutôt lié aux entreprises
capitaliste dont il est question, parce que je crois vraiment, évidemment, personne ne part à la Loubianka ou au Goulag, mais il y a une façon de fonctionner, en particulier, il y a une façon d'effrayer les personnes dans une entreprise, il y a une façon de faire jouer la hiérarchie, de créer des lois de surveillance plus ou moins visibles, de créer des lois de délation parce que les gens ont peur, qui ressemblent curieusement à ce qui s'est passé en Russie soviétique, ce qui est le terrain que je connais le mieux pour avoir beaucoup fréquenté les écrivaines russes. Mais ça ressemble, c'est les mêmes mécanismes, c'est toujours la peur. Oui, c'est surtout la peur, quoi. Et ne plus avoir peur, la lecture aide à ne pas avoir peur, je trouve. Dans votre ouvrage Maëlys Bessery, dans Les Amours dispersés, donc, il y a aussi la parole redonnée à une femme victime de la domination des hommes. Il s'agit de Jeanne, qui a été forcée d'avorter par son père et de dire que l'enfant est mort-né. Ah oui, alors ça, c'est la question effectivement des lignées de femmes, hein. C'est-à-dire que la narratrice, Madeleine, finalement, en enquêtant sur cette histoire de fosse commune, veut savoir où ces morts ont été enterrés. Il faut savoir que la fosse commune, c'est aussi le lieu des secrets, hein. Donc c'est les morts honteuses aussi, les morts que l'on cache, que ça recèle. Et donc, finalement, en enquêtant sur les morts de sa famille, elle découvre l'histoire de Yeats et de l'Irlande, et elle a des rêves qui sont des sortes de réminiscences des femmes de sa famille, et notamment de celles qu'il a élevées, sa grand-mère. Et c'est vrai qu'évidemment, à travers l'histoire des femmes de sa famille, il va y avoir l'histoire d'une domination, évidemment. Et puis, elle va petit à petit découvrir elle va aller voir une sorcière en Irlande, ce qu'on appelle White Witch, comme en Irlande. C'est une sorcière qui, finalement... Oui, parce qu'il y a ce climat comme ça de fantôme, de climat aussi un peu irrationnel, Maëlys Bessery. Absolument. Et la mort aussi confère cette atmosphère étrange, mais qui est aussi une atmosphère de sublimation finalement. C'est-à-dire que les mots, la poésie sont aussi une manière finalement de transcender ces questions-là du corps. Et quand ils arrivent en Irlande, les dispersés de cette association qui veulent savoir ce qu'on a fait des gens de la fosse commune, et si leurs morts ont servi finalement à remplir le cercueil d'un poète dont ils n'ont jamais entendu parler, ils découvrent un grand pays, ils découvrent une poésie qu'ils ne connaissaient pas, ils découvrent une atmosphère comme ça assez étrange, avec ses racines gaéliques, ses histoires, cette mythologie irlandaise. Et puis, ces personnages, la sorcière fait partie des grandes figures irlandaises, hein. C'est une sorte de personnage qu'on va consulter comme ça. Et la sorcière lui révèle des secrets de sa famille, alors même qu'elle est loin, qu'elle est sur une île, qu'elle est en Irlande, loin de ses racines à elle françaises, de Roquebrune. Elle découvre l'histoire de ses ancêtres à travers les yeux de cette sorcière. Les sorcières, ça vous parle, Geneviève Brisac? Oui, carrément, oui. Sorcière, c'est intéressant. Pourquoi? Il y avait parce que dans dans la longue histoire des femmes, c'est des personnages qui ont toujours incarné une forme de résistance, de rébellion, de savoir parallèle, et elles ont aussi été sérieusement martyrisées. Et puis dans l'histoire de la littérature et dans l'histoire du théâtre, Oui, dans l'histoire de Shakespeare et l'histoire... Voilà, les sorcières, c'est quand même des personnages qui transcendent... Et c'est des voyantes aussi. Absolument. C'est forcément des voyantes. Des voyantes, c'est-à-dire? Qu'elles voient des choses que les autres ne voient pas. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a donc dans cette lignée de femmes à la fois un climat irrationnel, une forme de solidarité également, Maëlys Bessery. Oui, puis c'est la question un peu des destins, c'est-à-dire finalement, est-ce que la liberté qui a manqué à la grand-mère, à la mère, etc., qu'est-ce qu'elle va réussir à en faire? Elle, la fille héritière, la petite fille héritière, c'est-à-dire qu'est-ce qui avance, qu'est-ce que l'on choisit dans ce destin-là? Et c'est vrai que cette héroïne, elle a pour particularité d'être une femme heureuse dans sa solitude. Au final, c'est une femme qui est relativement accomplie dans sa solitude. Elle va sur la trace de ses ancêtres, elle a une vie remplie, elle aime la nature, elle fait visiter des maisons, elle a un rapport comme ça au voyage, à l'extérieur, elle a des questionnements existentiels et finalement elle est assez heureuse dans cette vie-là. Elle n'est pas enfermée dans une vie familiale, elle n'a pas de quête particulière sur cette question-là.
Et alors, en parlant d'autrice, je voulais justement évoquer, pour lui rendre hommage, Joan Didion, une autrice américaine qui nous a quittés l'an dernier. On va écouter un extrait d'une interview de Joan Didion où celle-ci évoque son rapport à l'écriture. C'est la seule part d'agressivité en moi. C'est le seul moyen que j'ai pour être agressive. Quand vous êtes assise devant une machine à écrire, êtes-vous quelqu'un d'autre ? Oui, je contrôle totalement ce tout petit monde juste devant la machine à écrire. Ça devient un monde plus rassurant. Vous y êtes mieux que dans ce monde où nous vivons, pas seulement ici dans une interview télévisée, mais dans toutes les situations. Oui. Joan Didion, sa voix et la traduction. J'ai par exemple sous les yeux l'un de ses ouvrages, peut-être le plus célèbre, L'année de la pensée magique, qui est publié aujourd'hui en poche. Maëlys Bessery, si vous deviez nous présenter Joan Didion. Alors, je ne suis pas une spécialiste, mais Joan Didion, c'est une auteure magnifique américaine qui, effectivement, s'est illustrée à travers deux sujets. D'un côté, l'Amérique, comme sujet du réel. C'était aussi une grande journaliste. Et puis, en même temps, comme auteur témoin d'elle-même, d'une certaine manière. C'est un rapport à l'autobiographie qui est très particulier, puisque la voix intérieure de Joan Didion, une auteure immense, c'est cette espèce d'honnêteté vis-à-vis de soi. C'est se prendre comme un objet chirurgical, avec une écriture comme ça extrêmement dure, extrêmement acide, et un rapport au réel qui finalement crée petit à petit sa propre vérité. D'ailleurs, elle a un rapport qui ressemble à ce que disait Marguerite Duras de j'écris pour savoir ce que j'écrirais si j'écrivais. Joan Didion dit des choses assez proches là-dessus, c'est-à-dire qu'elle écrit pour connaître sa vérité, son opinion sur un sujet, comme si le monde allait apparaître sous sa plume et lui donner des informations sur sa propre existence et sa propre identité. Ce qui est vrai d'ailleurs. C'est tout à fait En plus, vrai. c'est vrai. Geneviève Brisac. Oui, c'est tout ce que dit Maëlys, c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai qu'elle découvre des choses comme chacune ou chacun découvre des choses en écrivant. Évidemment qu'on découvre des choses qu'on ne sait pas, qu'on entend des voix qu'on n'aurait pas entendues autrement. Et qu'il n'y a pas, à vrai dire, on oppose souvent une littérature intimiste et une littérature dite de voyageurs ou d'explorateurs ou d'exofiction ou je ne sais trop quoi. Mais moi, j'ai toujours trouvé un peu absurde qu'on les oppose. C'est exactement la même chose. C'est une voix pour enquêter sur l'Amérique, mais c'est sa voix et son journalisme. C'est le journalisme qu'elle, sinon invente, du moins illustre très brillamment dans les années 80-90. Et puis, elle applique finalement les mêmes principes à son écriture intimiste. Et par ailleurs, son écriture intimiste est rattrapée par les deuils. Et je pense que c'est aussi ça qui a touché ses lectrices et ses lecteurs. C'est cette façon implacable de s'observer dans le deuil. Et la question du deuil, elle est au cœur de l'année de la pensée magique. On écoute Joan Didion lisant les premières phrases de ce livre. La vie change vite, la vie change dans l'instant. On s'apprête à dîner et la vie telle qu'on la connaît s'arrête. La question de l'apitoiement. Tels étaient les premiers mots que j'avais écrits après l'événement. Alors moi, il faut que tu me... Maëlys un extrait de la pensée Bessery, de quoi parle l'année de la pensée magique ? Alors c'est le deuil de son mari, lui aussi écrivain, journaliste, John Donne. C'est finalement, il y a deux grands livres sur le deuil de Joan Didion. C'est le deuil de son mari et le deuil de sa fille, qui s'appelle justement Blue Nights, le bleu de la nuit. C'est deux livres immenses parce qu'au fur et à mesure qu'elle écrit, une sorte de cohérence s'installe dans les événements, comme si tout ce qui avait été vécu était irréel et tout ce qui allait être écrit allait devenir la réalité. Donc il y a une sorte d'inversion comme ça, à travers l'écriture, du procédé de la vie, qui est très beau. C'est vrai. Geneviève Brisac. Geneviève Brisac sur l'année de la pensée magique. Non, mais j'acquiesce. En tout cas, ce qui signe. est certain, c'est qu'il y a quelque chose qui est aux lisières à la fois de l'écriture journalistique chez elle et de l'écriture littéraire, quelque chose qui relève effectivement à la fois de l'analyse de l'Amérique et de l'Amérique des années 60, parce que c'est aussi une femme qui a largement contribué à faire découvrir et peut-être permis à une culture qui était au début perçue comme étant une culture pop d'accéder à
ce monde qui est considéré comme étant celui de la culture légitime, Maëlys Besry. Ouais, c'est surtout, enfin, c'est aussi côte est, côte ouest. C'est la Californie, terre de son enfance, voilà, la terre de lumière, etc. Et puis New York, donc dont elle s'est jamais remise en fait. Hein. C'est ce voyage-là qu'elle vient incarner aussi à travers son écriture, avec finalement un rapport à l'autobiographie qui est tellement une superposition à la fois de pensées, de détails du quotidien, d'impressions, un rapport aussi aux éléments. Il y a ce retour sur la mer, justement sur ces paysages californiens, qu'au final, tout est fiction. Exactement. Tout est fiction, d'autant que... Geneviève Brissac. Oui, tout est fiction, d'autant que finalement, ça procède... l'auto-observation procède d'un auto-effacement. C'est toujours ça l'enjeu de l'écriture. On va terminer par une petite lecture. Geneviève Brissac, vous avez choisi un extrait de votre livre. Oui, donc c'est le chapitre 1, c'est plus facile de commencer au début. Ça s'appelle « Une vie entière ». Le cœur battant, le cœur lourd, elle remplit le coffre de sa voiture. Je la vois de dos pour le moment, un dos étroit, des cheveux fous. Je sais qu'il y a là sa vie entière, le coffre déborde de tracts et d'affiches, il sent la cigarette et l'encre, on y trouve aussi un duvet gris, des bières et un sac de voyage. Cette voiture est son bien le plus précieux, un bien de couleur bronze doré presque, un carrosse. Des camarades ouvriers de l'usine Renault à Flins lui ont vendu à bas prix. Voiture dorée vaut mieux que bonne renommée, elle emménage aujourd'hui à l'école normale supérieure des filles qui n'ont pas fait de grec. Fontenay, c'est ainsi qu'on la nomme, se situe à Fontenay comme son nom l'indique. On y accède par un boulevard qui ondule à travers de beaux arbres. Nouk se perd. Nouk, c'est le nom de la fille. La voici qui se perd. Oh my God, elle se perd 100 fois. Sens de l'orientation, néant. Elle gare enfin son carrosse devant le perron de l'école, à l'heure du dîner. C'est comme arriver devant un pensionnat. Jamais elle n'a été en pension, une prison facultative pour des prisonnières volontaires dans une ville au nom ravissant. Même exercice pour vous, Maëlys Besry, Alors, un extrait de votre roman Les Amours dispersés. Alors, il y a deux voix, la voix de l'enquête et celle du fantôme. Là, c'est le fantôme de Yeats que je propose d'entendre. Elle est encore là, prise dans les nuages, la prophétie de l'enchanteresse qui a guidé mes vers, qui a tracé mes lignes. La prophétie de Blavatsky plane au-dessus de moi, 6 pieds au-dessus de mon nuage. Je l'entends avec sa voix qui tourne, sa voix de ruisseau qui soulève les pierres. Les maîtres invisibles prêtent leurs mots à l'enchanteresse. Ils parlent à travers elle, les anciens, les pères. Ils racontent tous la même histoire, celle de Maud Gonne, la femme debout qui a mené mes rêves, qui a tenu serré dans ses filets, qui me tient toujours clouée à mon nuage. Ce n'est pas fini, je bois les paroles de la femme qui voit. Elle me ramène auprès de ma belle, mon amour n'a pas disparu, il vibre encore dans la voix de l'oracle, Maud is not gone. Maëlys Besry, Les Amours dispersés, c'est publié chez Gallimard. Je précise aussi que le tiers-temps, autrement dit la première partie de cette trilogie irlandaise qui ne comporte que 2 volets et qui peut se lire de manière complètement indépendante, est publiée en poche chez Folio et je crois traduit en 16 langues. Et puis Geneviève Brissac, Les Enchanteurs aux éditions de l'Olivier.